Quand j'avais 6 ans et demi, j'ai vu Le Roi Lion au cinéma et je ne suis pas sûre de l'avoir très bien vécu. J'ai crié devant cette scène Longue vie au roi. et j'ai tellement pleuré quand Mufasa est mort qu'on m'a sortie du cinéma pour que je me calme. Certes, j'étais peut-être un peu sensible, mais on vous a demandé à vous aussi si une histoire vous avait terrorisé enfant. Barbe bleue, sans hésiter. C'est Pierre et le loup. Coraline. Histoires qui font peur aux enfants. Le conte, il est aussi vieux, j'allais dire, que la parole chez l'homme. Pourtant, il y a une grosse différence avec les histoires d'aujourd'hui. C'est que les histoires, les mythes, les contes n'étaient pas vraiment destinés aux enfants. Le conte, il est d'ailleurs l'expression d'une communauté. La communauté, elle se réunit dans des cérémonies relativement ritualisées. Toute la communauté est réunie entre des contes pour enfants et des contes pour adultes. On pourrait croire que c'est pour ça qu'on raconte des histoires qui font peur aux enfants, destinées au jeune public. La scène qui m'a le plus marquée, c'est la scène où la femme ouvre la chambre, la pièce qui était interdite, et où elle découvre les cadavres, le sang. Au XIXe siècle, on commençait à être privilégiés, ce qu'on a à ce moment-là qu'on crée le croque-mitaine, le père Fouettard et même Saint-Nicolas, des cadeaux. Mais si on n'est pas sage, ils apportent des verges. C'est à cette époque qu'Andersen et les frères Grimm adaptent et mettent par écrit d'anciens contes et légendes dans des livres. Ces livres sont diffusés par la société désuète aujourd'hui, à l'heure où on parle plus d'éducation bienveillante ou positive. Dans Le Roi Lion, un enfant sage. Et l'histoire qui fait peur, elle s'inscrit dans toute un paire des émotions. Donc on a les grandes émotions, vous savez, la surprise, la colère. D'identifier son angoisse, de lui donner un nom. Ça sera la peur d'être dévoré, hein, c'est la peur du petit pousset, la peur de la fille, de susciter le désir. Derrière la mort, la trahison, la culpabilité, il y a une scène en particulier que je trouvais tellement horrible qu'aujourd'hui encore, je ne peux pas la regarder sans avoir un peu les yeux qui piquent. Viens, on rentre. En fait, on est face à un enfant qui se rend compte qu'il ne peut pas réparer ses parents et que ceux-ci ne sont pas immortels. Et là, pour l'enfant que j'étais, il ne s'agissait peut-être pas seulement de nommer la mort, mais aussi... Et son développement plus tard. Donc c'est la reconnaissance des émotions, et puis après vers l'avant, ou être dans la retenue, ou participer dans la joie, ou l'allégresse, ou des choses comme ça, quoi. Donc l'idée, c'est pas tant la gestion des émotions que la capacité de l'enfant à comprendre, comme s'il s'agissait d'un vocabulaire de langue étrangère. D'autres questions, comme par exemple, à quel moment un enfant comprend que les histoires, c'est pour de faux? Évidemment, les enfants doivent apprendre qu'est-ce que la réalité. On leur raconte beaucoup d'histoires, hein. On va leur raconter le Père Noël et en même temps, on va leur raconter comment les lapins grandissent et se développent dans un esprit très scientifique. Donc, c'est difficile pour l'enfant de savoir à quel moment on lui parle de choses totalement imaginaires et à quel moment ce sont des choses vraiment réelles dont il doit se souvenir. Pour s'y retrouver, l'enfant a des indices, car en général, on n'emploie pas le même ton quand... Vont mettre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que les enfants, à un moment, sont très, entre guillemets, littéraux, c'est-à-dire si on fait de l'humour avec eux ou du second degré, ils vont pas très bien comprendre parce qu'ils vont être beaucoup plus attachés. Puis on les fait sortir. Et quand ils reviennent, ils sont face aux mêmes objets, mais miniaturisés. Et leur première réaction est d'essayer de jouer de la même façon. Comme s'ils ne comprenaient pas la... et des histoires qui font peur. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui a peur? La scène qui m'a vraiment traumatisé quand j'étais petit, c'est cette métamorphose de la mère du monde parallèle en araignée. Ça m'avait bouffé l'esprit, je me rappelle, pendant une période. Donc on lit des histoires, ça c'est important. On sait que c'est pas bon du tout pour le développement cérébral, que ça inhibe un peu. Mais c'est des deux boîtes qui savent que la boîte est vide. On leur a montré d'abord. Ils imaginaient le lapin. Un deuxième groupe, on dit imagine un monstre. Et un troisième groupe, on dit rien. Et on regarde à quelle vitesse ils s'approchent de la boîte. Et ceux qui pensent, enfin, qui ont imaginé, savent qu'elle est vide. Le problème qu'il faut avoir en tête, que les enfants
réagissent pas comme nous à un certain nombre d'informations. Et donc, il faut essayer un peu de les ménager. Un autre facteur à prendre en compte pour éviter de générer du stress est l'importance de l'accompagnement. Parce que si les professionnels de l'enfance ne sont pas d'accord sur l'impact et l'utilité des histoires qui font peur, sur ce point, ils sont unanimes. L'enfant sait très bien qu'il est dans un univers de sécurité par l'environnement humain. Le contenu du livre peut proposer tout ce qu'il veut. À partir du moment où l'enfant sait qu'il peut compter sur l'humain qui est là, présent auprès de lui, il ne craint rien. C'est ça qui est fondamental. C'est ça ce qui permet de développer la confiance en soi ou l'estime de soi des enfants. Pour que ça fonctionne, il faut quand même que ce soit l'enfant qui ait la maîtrise du moment de lecture. Cette maîtrise de l'enfant sur l'histoire, ce cadre rassurant, ça demande à l'adulte écoute et observation. En fait, les enfants ne vont pas toujours être capables de verbaliser ce dont ils ont besoin, mais leur posture corporelle est assez parlante. Ça peut être l'enfant qui s'éloigne, ça peut être l'enfant qui se met à jouer, qui se met à faire un jeu qui fait du bruit, notamment quand ils sont captifs et qu'ils ne doivent pas bouger. On voit que voilà, il joue avec sa chaussure, avec ses cheveux, n'importe quoi. Il cherche des échappatoires. Ça peut être aussi attraper son doudou, mettre la tétine ou le pouce dans la bouche. Ça peut être une position de repli sur soi. Et quand on est dans une lecture plus individualisée, ça peut être une proximité physique avec l'adulte qui lit. Mais des fois, grâce à cette proximité, grâce au doudou et tout ça, l'enfant peut surmonter sa peur. Mais quand on a un doute, on lui demande. On lui dit « Tu veux que je continue ? Est-ce que ça te fait peur ? Tu préfères qu'on arrête ?» Je comprends un peu mieux ma réaction devant Le Roi Lion. Voir un film sans pouvoir faire de pause, sans pouvoir parler, sur un grand écran, entouré d'inconnus, dans le noir. Bon, ce n'est pas très rassurant comme cadre. Il y a les rats qui envahissent la maison et il y a une grand-mère avec un fusil et qui chasse les rats à coups de fusil. Et je trouvais que cette scène, ça m'avait traumatisé. Les coups de fusil au cinéma en plein dans les oreilles, waouh. J'avais pas supporté. Mais que ce soit à travers des livres, des dessins animés ou des contes, il y a un autre élément à prendre en considération. Pour les très jeunes enfants, il faut que ça se termine bien quand même. On ne peut pas laisser les enfants sur une note de désespoir. Il faut les laisser sur quelque chose de joyeux et d'heureux en fin d'album. Et ça, Disney l'a bien compris. La fin du Roi Lion, c'est vraiment le traditionnel et un peu daté. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. N'empêche, cette musique et ces images m'ont marqué. Et presque 30 ans plus tard, j'ai toujours autant de plaisir à regarder cette dernière scène.